Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau Value Assets, cette fois-ci sur le thème des supports d'investissement. Donc voilà, est-ce qu'il faut mieux investir en assurance vie, en compte titre, dans un contrat de capitalisation, dans un PEA, en France, au Luxembourg? Voilà, on va voir toutes ces notions-là qui sont fondamentales, qui sont centrales dans la gestion de patrimoine. Donc, si tu tombes par hasard sur cette vidéo, je me présente très rapidement. Je m'appelle Louis, je suis alternant banquier privé dans une banque privée pure player. Je suis actuellement en Master 2 gestion de patrimoine dans l'université Paris-Dauphine. Et en parallèle de tout ça, je fais des vidéos et je publie du contenu sur la gestion de patrimoine, la banque privée. Et donc maintenant, je produis majoritairement des vidéos longues comme celle-ci sur YouTube, ce que j'appelle les value assets. Donc les value assets, c'est tout simplement des sortes de mini formations gratuites. Enfin mini, certaines sont quand même très longues. Donc voilà, ça se présente sous forme de map comme ça. J'aime bien le format, vous avez l'air de bien aimer aussi. Le format est à chaque fois disponible en description sur le premier lien. Donc voilà, si vous voulez après le télécharger chez vous pour revoir un peu toutes ces notions-là, vous pouvez le télécharger dans la description. Des value assets comme ça, j'essaye d'en faire au moins un par mois. Là, j'en ai déjà sorti deux qui étaient sur le thème, pour le premier de la fiscalité de l'immobilier et pour le second des contrats de mariage, de la transmission, de la succession. Donc voilà, je vais essayer d'aborder en gros dans chaque value asset une notion de la gestion de patrimoine. Globalement, c'est un agrégé de mes cours de master gestion de patrimoine et de mes connaissances et aussi de ce que j'apprends en parallèle dans mon alternance à la banque. Donc voilà, c'est un beau mix, ça peut servir aussi bien aux étudiants qui veulent réviser leur partiel par exemple de gestion de patrimoine, mais ça peut aussi et surtout servir aux jeunes entrepreneurs qui veulent commencer à gérer leur patrimoine, qui veulent comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, j'essaie de projeter des notions qui sont très importantes, fondamentales, qui sont assez complexes, mais j'essaie vraiment de les vulgariser au maximum. Et puis voilà, encore une fois, si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça. Je réponds aussi à tout le monde en DM Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Voilà, donc trêve de blabla les gars, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, value assets sur les supports d'investissement. Donc comme je vous ai dit en introduction, on va voir est-ce que c'est plus avantageux d'investir via un compte titre, d'investir via un PEA, d'investir via un contrat assurantiel, donc que ce soit un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation. On va voir aussi les différences entre voilà, est-ce qu'on est une personne physique, est-ce qu'on est une personne morale. Donc si on investit pour son compte propre ou pour le compte de sa société, quand on est gérant d'entreprise. Et on va aborder aussi à la fin de cette vidéo les contrats luxembourgeois, donc les contrats d'assurance vie et de capitalisation luxembourgeois, qui sont extrêmement intéressants, extrêmement importants et dont très peu de personnes parlent, si ce n'est en banque privée. Mais sur YouTube, en tout cas, j'ai jamais vu trop ces notions-là. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, vous allez apprendre des choses très intéressantes. C'est parti, je vais juste commencer ce Value Assets par un support d'investissement qui n'en est pas vraiment un, qui est tout simplement les livrets d'épargne. Les livrets d'épargne, ça va être tout ce qui est livret A, livret jeune, LDDS, etc. etc. Ce qu'on appelle les livrets d'épargne, c'est donc les livrets bancaires. Je vous ai mis des petites conditions là, en gros, des livrets d'épargne. Mais pourquoi je fais un focus là-dessus avant de vraiment parler des supports d'investissement intéressants? C'est parce que souvent on évoque les rémunérations des livrets A, les taux de livret A, de livret jeune, etc. Aujourd'hui, au livret A, donc on est en août 2024, normalement jusqu'au 1er janvier 2025, on est à 3% de rémunération. Mais ces 3%-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont nets d'impôts. Il n'y a aucune fiscalité sur les livrets d'épargne. Et donc, c'est une exception dans le paysage de l'investissement, tout simplement parce que tous les autres supports d'investissement, dès lors qu'on va réaliser des plus-values ou des bénéfices, on va être soumis à ce qu'on appelle la fiscalité des revenus des capitaux mobiliers. Donc, on verra ça par la suite via le PEA, le compte titre et autres. Mais donc, on est forcément soumis au minima à des prélèvements sociaux et en plus, très souvent, à l'impôt sur le revenu. Ici, on est net d'impôts. Donc, à chaque fois qu'on entend des placements financiers sur des CPI, des fonds d'investissement et autres, et on nous annonce du 5, du 6, du 7, il faudra toujours prendre en compte la fiscalité afférente. Et quand on nous annonce 3% sur un livret A, c'est 3% net. Voilà, ceci étant dit, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant en commençant avec des vrais supports d'investissement et avec le support d'investissement tout simplement le plus connu, le plus universel et le plus répandu qui est tout simplement le compte titre. Alors dans les comptes titres, il y en a deux différents, il y a le CTO et le PEA. Oui, le PEA est un compte titre, en tout cas légalement il a la forme d'un compte titre avec quelques avantages, quelques particularités qu'on va détailler par la suite. Mais d'abord, on va s'attaquer sur le CTO. Donc CTO, c'est compte titre ordinaire. C'est tout simplement le compte titre. Quand on parle de compte titre, on parle de CTO. C'est un abus de langage et quand on parle de PEA, on parle de PEA. Alors, le compte titre, pourquoi il est si répandu? Il est si répandu pour plusieurs raisons, mais pour deux principales. La première, c'est qu'il n'y a aucun plafond de versement. C'est-à-dire que le compte titre n'a aucune limite. On peut avoir un compte titre à 4 millions d'euros, on peut avoir un compte titre à 10 millions d'euros, enfin voilà, il n'y a aucune limite et on peut surtout verser autant qu'on veut sur ce compte titre-là.
Vous allez voir pourquoi je le précise maintenant, ce n'est pas forcément le cas de toutes les autres enveloppes. Deuxième particularité, deuxième avantage du compte titre, c'est qu'il y a absolument tout type de titres disponibles sur cette enveloppe. Que ce soit des actions, des obligations, des FCP, des ETF, et voilà, tout est disponible. Et donc c'est pour ça qu'il est si répandu, c'est intéressant. Voilà, c'est ces deux notions-là qui sont combinées. Donc évidemment, comme il y a des avantages, il y a aussi quelques inconvénients. Alors, inconvénient, c'est un grand mot, mais en tout cas, il n'y a pas d'avantage fiscal sur le compte titre. C'est-à-dire que toutes les plus-values et les dividendes vont être fiscalisés au PFU. Donc le PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique. C'est ce qu'on appelle aussi la flat tax, et c'est donc 30%. Ces 30%-là, ils sont répartis entre de l'IR à 12,8, donc de l'impôt sur le revenu à 12,8%, et des PS, donc des prélèvements sociaux, à 17,2%. Donc voilà, IR plus PS, ça fait la flat tax, le PFU, à 30%. Ce PFU-là, cette flat tax, est due sur toutes les plus-values au moment de la revente des titres, mais également sur tous les dividendes perçus au fil de l'eau. Donc je vais détailler tout ça dans un exemple chiffré juste après, vous allez sûrement mieux comprendre, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a fait des plus-values, on est imposé, mais qu'est-ce qui se passe quand on a des moins-values? On achète un titre à 100, il tombe à 50, on vend ce titre-là, on récupère 50, on a globalement perdu 50. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ces moins-values-là, si on vend les titres, on acte la moins-value n'est plus latente mais réalisée, donc on vend le titre à 50, on a acté le fait d'avoir perdu 50, cette moins-value-là va être reportable et imputable sur les revenus de même nature pendant 10 ans. C'est ce que j'ai marqué ici. En gros, ça veut dire que ces moins 50-là vont réduire notre assiette imposable. C'est-à-dire que si on a vendu un titre qui a fait moins 50 et qu'on a vendu un titre qui a fait plus 30, on ne va pas être imposé sur ces 30 de plus-value parce que la moins-value va venir réduire cette plus-value. En fait, elle va la ramener à 0 et il nous restera moins 20 encore, donc 50 moins 30, il nous restera moins 20 de moins-value qu'on va pouvoir reporter pendant 10 ans sur les revenus du compte titre. Donc en gros, si l'année d'après on fait une plus-value de 20 et qu'on vend cette action, donc on réalise une plus-value de 20, et la moins-value va venir encore réduire notre assiette imposable à 0, 20 moins 20, et donc on aura encore une fois 0 € d'impôt à payer au titre de cette année-là. Donc voilà, ça c'est bien à noter parce que c'est hyper intéressant. Et je vous ai mis CERFA 2074, en gros c'est le document à remplir si vous voulez imputer et reporter cette plus-value. C'est des formalités, vous pourrez chercher ça sur internet si ça vous intéresse. Ensuite, je vous ai parlé uniquement du PFU. Il faut savoir également qu'on peut choisir d'être imposé non pas au PFU, donc à 30%, mais au barème progressif avec l'application d'un abattement. Donc le barème progressif, j'en ai déjà parlé dans les précédents Value Assets, c'est tout simplement le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc c'est le barème, vous savez, qui va de 0 à 45%. Selon le nouveau gouvernement qui va arriver, ça pourra monter jusqu'à plus, on verra. Mais voilà, ce sera imposé au barème progressif avec l'application d'un abattement. Alors l'abattement peut aller jusqu'à 65% si on détient les titres plus de 8 ans. Je vous laisse regarder ça sur internet si ça vous intéresse. Globalement, pourquoi je ne le détaille pas, c'est que c'est quasiment jamais intéressant de choisir et d'opter pour ce barème progressif. Pour la simple et bonne raison que même s'il y a des abattements, en fait, la tranche marginale d'imposition, donc la TMI, va très rapidement aux tranches de 30, 41, 45%. Donc en fait, on arrive au-delà du PFU de 30%. Il faut en plus à cette TMI rajouter les prélèvements sociaux. Si on a une TMI à 30%, en fait, on va devoir rajouter les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc ça va nous faire 47,2. Alors oui, il y a un abattement à prendre en compte, mais pourquoi c'est pas forcément intéressant et vraiment c'est quasiment jamais préférable de faire ça, c'est que si on choisit le barème progressif, ça se passe lorsqu'on remplit notre 2042, donc lorsqu'on remplit notre déclaration d'impôt. Là, en mai prochain, par exemple, on va remplir la déclaration d'impôt pour l'année 2024. Ça va être applicable sur l'ensemble des revenus de même nature. Ce qui veut dire que ça va être appliqué non seulement aux revenus du compte titre, mais ça va être appliqué également si on fait une cession de part d'une société, par exemple, si on se verse un dividende au titre de notre activité. Enfin, voilà, ça va être applicable sur tout. Donc en fait, globalement, on perd vraiment l'avantage de la flat tax qui est pour le moment très avantageuse, qui risque également de disparaître d'ici peu. L'espérance de vie de la flat tax n'est pas très élevée, on sait que les gouvernements n'aiment pas trop ça, et comme c'est un avantage qui avantage les riches, entre guillemets, les nouveaux gouvernements pourront potentiellement mettre fin à ce barème-là. Maintenant, si on se penche sur les frais du compte titre, ils sont parfois très élevés lorsqu'on va chez les banques traditionnelles, tout simplement parce qu'il y a deux types de frais sur un compte titre. Il y a des droits de garde, donc juste le fait de garder l'argent en fait sur le compte, c'est comme un frais de parking si on veut, et les frais de courtage. Les frais de courtage, c'est quand on achète ou qu'on revend des titres. Donc les frais de courtage, ils seront toujours présents. C'est comme ça que le broker, enfin le courtier ou la banque se rémunère. Donc ils seront toujours présents, mais dans les banques traditionnelles, ces frais de courtage peuvent être très élevés. Là où dans des courtiers en ligne,
ils sont beaucoup plus faibles en général. Et en plus, il n'y a pas de droit de garde. Donc, globalement, si vous voulez ouvrir un compte titre, je ne vous recommande pas du tout d'aller dans une banque traditionnelle, à la Caisse d'Épargne ou à la Société Générale ou à la BNP, mais plutôt d'utiliser des courtiers en ligne. Je peux penser par exemple à Bourso, je peux penser à, voilà, il y a plein d'autres courtiers. Euh, mais voilà, en tout cas, je ne vous conseille pas d'aller chez des banques traditionnelles parce que, en fait, les frais, c'est vraiment l'ennemi de la performance. Et donc, forcément, c'est pas très intéressant si on nous rajoute des frais pour rien. Ensuite, autre caractéristique du compte titre, c'est tout simplement la purge des plus-values lors de la transmission de ce compte titre là. Donc déjà, si les notions de transmission, de succession, etc. vous paraissent floues, je vous invite à aller voir mon dernier Value Assets qui traite littéralement de ce sujet-là. C'est une grosse formation, j'ai jamais trouvé de trucs aussi détaillés sur internet. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir si c'est pas très clair pour vous. Mais donc ici pour le compte titre, en gros, le compte titre fait partie du patrimoine du défunt et donc va rentrer dans la succession. Sauf que lorsqu'il rentre dans la succession, on va mettre à zéro les plus-values. C'est-à-dire que si on avait 100 000 euros de plus-value sur notre compte titre, en fait, on ne va pas transmettre ce compte titre-là à nos enfants en conservant les plus-values. Les plus-values vont être arrêtées au moment du décès et donc vont recommencer à zéro. Également, dernière caractéristique de ce compte titre qui est très importante et on va faire le lien avec un contrat à la toute fin de la vidéo qui est le contrat de capitalisation, qui est un peu méconnu mais qui est très intéressant, c'est que ce compte titre-là est disponible pour les personnes morales. Donc en gros, une société peut souscrire un compte titre pour gérer sa trésorerie. Et donc le compte titre va fonctionner exactement de la même manière que si c'était pour une personne physique. On arrive directement à un exemple chiffré pour ce compte titre là. J'ai pris exactement le même exemple pour toutes les différentes enveloppes qu'on va voir, donc compte titre, PEA, assurance vie, contrat de capi, pour justement montrer les différentes frictions fiscales qu'il y a lorsqu'on investit dans une ou l'autre de ces enveloppes. Alors, j'ai investi 50 000 euros sur mon compte titre. En un an, j'ai fait 10% de performance et j'ai reçu 1000 euros de dividendes. Donc, combien j'ai fait de plus-value? Globalement, c'est ça la question. Donc, si j'ai gagné 10% de performance sur 50 000, donc ça me fait 0,10 fois 50 000, ça me fait 5 000. En plus de ça, j'ai reçu un dividende qui vaut 1000 euros, donc j'ai fait 6 000 euros de plus-value, ce qui me fait un contrat total à 56 000 euros. Je ne vous l'ai pas marqué, mais voilà, 50 000 plus 6 000, 56 000. Comme on l'a vu, les dividendes sont imposés directement à la flat tax. Donc je suis imposé sur mon dividende au moment où je le reçois à 30%. Donc 30% de 1000, ça fait 300 euros. Donc j'ai déjà 300 euros d'impôt sur ce dividende-là. Ensuite, je décide de prendre mes profits sur mes lignes en plus-value. Donc oui, j'ai investi 50 000 euros, mais peut-être que sur ces 50 000 euros, j'ai investi dans 5 lignes, donc dans 5 actions différentes, 10 000 euros dans chaque action, et qu'il n'y en a que 3 qui ont performé. Les 2 autres n'ont pas performé, mais il y en a 3 qui m'ont fait cette plus-value-là de 5 000 euros. Donc je décide maintenant de retirer ces 3 lignes-là qui valent non plus 30 000, mais 35 000. La mise initiale plus les 5 000 de plus-value, c'est ce que je mets là. Donc je retire 35 000. Je vais avoir une fiscalité, non pas sur ces 35 000, mais sur la plus-value, donc la plus-value de 5 000. Ma fiscalité, c'est donc le PFU, donc 30% x 5 000, ça me fait 1500 euros. Au total, j'ai une fiscalité de 1500 plus 300, ça fait 1800 euros. Donc voilà, ça c'est pour le compte titre, c'est la fiscalité la plus basique. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de désavantage non plus, c'est du classique. Et donc maintenant, on va s'attaquer au PEA et on va voir que le PEA ne fonctionne pas pareil, surtout du point de vue fiscal. Et c'est pour ça que ça en fait une enveloppe si réputée sur LinkedIn et les réseaux. Même si on va voir que voilà, il y a forcément des inconvénients, mais aussi certains avantages, il est vrai. Alors, le PEA a un versement maximum de 150 000 euros. C'est le premier gros inconvénient du PEA, c'est qu'on ne peut pas verser plus de 150 000 euros sur son PEA. Le PEA va pouvoir valoir peut-être 200, 300, 500 000 euros avec les plus-values qui vont s'engranger, mais on ne pourra jamais remettre au pot, on ne pourra jamais remiser dans le PEA notre argent, c'est juste l'argent qui va pouvoir travailler, et il n'y a par contre évidemment aucune limite. Si on achète une ligne qui fait x 1 million, on va pouvoir avoir un PEA à 1 million, il n'y a pas de souci. Donc 150 000, c'est pour ce qui est du PEA classique. Il y a 2 autres types de PEA, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais globalement il y a un PEA PME. Pour vous, chef d'entreprise, c'est intéressant. Votre PME peut souscrire à un PEA qui a un plafond de 75 000 euros et qui est donc cumulable avec le PEA classique de 150 000, ce qui fait un PEA avec un versement maximal accepté de 225 000 euros. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, le gros inconvénient du PEA, ça va être son univers d'investissement. Donc c'est les titres disponibles dans lesquels on va pouvoir investir au sein du PEA. Là où dans le compte titre, on pouvait investir dans n'importe quel titre, dans le PEA, on va pouvoir uniquement investir sur des actions de sociétés européennes. Donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de société américaine, il n'y a pas de société de pays émergents, c'est que des actions de sociétés européennes. Néanmoins, c'est important de le notifier, on peut investir sur le S&P 500, on peut investir sur les marchés émergents, on peut investir sur le marché global via des ETF synthétiques.
Donc oui, on peut s'exposer à la croissance américaine, on peut s'exposer à des thématiques sur des sociétés américaines par exemple, mais on ne va pas pouvoir s'y exposer directement, en direct, en achetant des actions de ces sociétés-là, mais on va pouvoir s'y exposer via des ETF synthétiques. Alors un ETF, c'est Exchange Traded Fund. Très simplement, en gros, c'est un fonds passif, donc c'est un fonds qui va répliquer la performance d'un indice. Donc les plus connus, ça va être le S&P 500, le MSCI World, le MSCI Emerging Market. Je ne rentre pas trop dans le détail là. Le prochain value asset, je pense faire un value asset justement sur ces véhicules d'investissement là, que ce soit les actions, les obligations, les ETF, etc. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Je pense que voilà, il y a pas mal de choses à dire, et notamment sur la notion de synthétique d'ETF, parce qu'on entend souvent le mot ETF, mais tous les ETF ne sont pas pareils. Et voilà, il y a certaines spécificités qui font que je pense qu'il est intéressant d'en parler. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Je vais sûrement détailler ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, concernant la fiscalité du PEA. La fiscalité du PEA est son plus gros avantage. La fiscalité est très avantageuse, mais uniquement si on attend 5 ans avant de retirer nos plus-values. Je m'explique. Tu ouvres un PEA aujourd'hui en 2024. Tu déposes 10 euros, tu prends date, ce qu'on appelle prendre date. Le PEA va être considéré comme ouvert à partir de 2024. Eh bien, à partir de 2029, tu auras un avantage fiscal. Mais si tu retires avant 2029, donc avant 5 ans de détention du PEA, tu vas être imposé au même titre que le compte titre, donc au PFU à 30%. Donc exactement pareil que tout ce qu'on a vu juste avant. Tu vas être imposé à 30%, donc à l'IR et aux prélèvements sociaux. Et en plus de ça, ça va clôturer ton PEA. Donc si tu déposes 1000 euros aujourd'hui en 2024 sur ton PEA, que tu investis un peu dedans, mais que dans 2 ans, tu as besoin de retirer ces sommes-là, bon, bah, tu peux les retirer, elles ne sont pas bloquées, mais tu vas les retirer, tu vas être imposé au même titre qu'un compte titre, qu'un CTO, tu vas être imposé à 30%, et en plus de ça, ça va clôturer ton PEA. Donc c'est un peu débile, parce que si tu attends 5 ans, tu as une exonération de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 30% sur toutes les plus-values, tu vas payer uniquement les prélèvements sociaux, donc tu vas payer 17,2%. Donc c'est pour ça que moi je conseille à n'importe qui de prendre date, d'ouvrir un PEA, de mettre 10 euros dessus, pas forcément d'investir, parce que si la personne peut avoir besoin dans 2 ans de ces liquidités-là, bah, ça sert à rien d'investir dans un PEA, autant investir dans un compte titre, on aura accès à beaucoup plus de véhicules d'investissement, ça sera beaucoup plus intéressant pour au final la même fiscalité. Donc moi je conseille d'ouvrir un PEA le plus tôt possible, donc moi je l'ai fait l'année de mes 18 ans. J'ai ouvert mon PEA, j'ai mis 10 euros dessus. L'année prochaine, mon PEA aura 5 ans d'ancienneté, et donc je pourrai retirer toutes les sommes que j'ai mis dessus à moindre frais en payant uniquement 17,2% d'impôt. Donc c'est risible. Ce qu'il faut comprendre sur cette imposition aussi, c'est que cette imposition-là est due uniquement sur les plus-values au moment de la revente des titres. C'est ce qu'on appelle une enveloppe capitalisante. Vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est pareil que le compte titre. Non, je vous ai dit, le compte titre, la fiscalité est due sur les plus-values au moment de la revente des titres, mais aussi sur les dividendes reçus au fil de l'eau. Hein, on l'a vu ici, on a été imposé, dans l'exemple chiffré, on a été imposé 30% de notre dividende pendant notre année, directement. On a été imposé dessus, alors qu'on n'a pas vraiment retiré ces gains-là. Alors que sur le PEA, les dividendes vont en fait capitaliser, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le contrat en lui-même. Ça va venir grossir le contrat, donc évidemment, in fine, si on retire tout notre argent, on va payer de l'impôt sur ces dividendes-là, parce que ces dividendes-là sont devenus de la plus-value. Mais on va les payer uniquement si on revend ces titres-là. Donc ça, c'est notamment très important si on veut capitaliser et faire grossir notre patrimoine. On entend souvent parler de stratégie d'action à dividende, par exemple. Voilà, si on achète des grosses actions qui versent des gros dividendes, en fait, ça va nous permettre d'éviter d'être imposé tout le temps sur les dividendes qu'on touche, et de réinvestir ces dividendes-là directement dans des actions. C'est ce qu'on va appeler capitaliser, hein. C'est pour ça que c'est une enveloppe capitalisante, au même titre que l'assurance vie qu'on va voir juste après. Mais voilà, donc ça c'est intéressant à prendre en compte. Et ensuite, à l'image du compte titre, on peut choisir le barème progressif avec abattement au lieu de choisir le PFU. Bon là vous comprenez qu'il n'y a vraiment strictement aucun intérêt de le faire, surtout après 5 ans, parce qu'après 5 ans on est à 17,2%. C'est littéralement impossible de faire moins que cette imposition-là. C'est littéralement une niche fiscale, hein, le PEA. Donc voilà, ensuite, dernier truc à savoir, c'est que le PEA est transmissible d'une banque à l'autre. C'est-à-dire que, on l'a vu, on ne peut ouvrir qu'un seul PEA. Mais par exemple, si aujourd'hui j'ouvre un PEA chez Fortuneo et qu'en fait dans 8 ans j'ai envie de le transférer chez Boursorama, bah, j'ai juste à envoyer une lettre commandée, c'est très simple, ça se fait en 2 secondes, on fait une demande et en gros c'est même le nouveau courtier en ligne qui va pouvoir faire le transfert directement. Ça se fait très simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que vous n'êtes pas bloqué avec une banque dès lors que vous l'ouvrez. Et en plus de ça, on garde l'antériorité fiscale. Petit exemple chiffré, le même que tout à l'heure, mais cette fois-ci pour le PEA. Donc j'ai investi 50 000 euros, en un an 10% de perf, 1000 euros de dividendes, on connaît la chanson, j'ai gagné 6 000 euros. Cette fois-ci, je ne suis pas imposé sur mon dividende si je ne le retire pas.
Comme je vous l'ai dit, c'est une enveloppe capitalisante. Ensuite, je décide de prendre mes profits. Donc pareil, je retire 35 000 euros. Donc mes 3 lignes à 10 000 euros qui ont fait en tout 5 000 euros de plus-value. Donc je retire ces 35 000. Comme ça fait plus de 5 ans que j'ai ouvert ce PEA, je suis imposé à 17,2% sur ces 5 000, ce qui me fait 860 euros. Évidemment, j'ai reincité là après 5 ans, sinon c'est 30% comme le compte titre et clôture du PEA. Ce qui me fait une fiscalité totale de 860 euros, plus évidemment la fiscalité sur le dividende qu'on a touché mais qu'on n'a pas encore payé. Mais quand je retirerai mon dividende, comme ça fera plus de 5 ans, mais je serai imposé à 17,2% sur cette plus-value et non pas 30%. C'est l'intérêt aussi de ne pas être taxé au fil de l'eau, c'est-à-dire que en fait, si on les revend après 5 ans, tout va être taxé à 17,2. Ce qui nous fait une fiscalité totale hypothétique à 1032 euros. Donc c'est quand même bien inférieur aux 1800 euros ici du compte titre. Donc là, on voit vraiment la puissance de l'avantage fiscal lié au PEA et de l'exonération d'impôt. Voilà, 12,8 d'exonération, c'est beaucoup. Donc ça, c'est pour le compte titre et le PEA. Maintenant, on va voir l'enveloppe préférée des Français, qui est l'assurance vie. On va voir plus globalement les contrats assurantiels, qui comprend l'assurance vie et le contrat de capitalisation, qui est un peu moins connu, mais qui ressemble beaucoup. Voilà, on va y venir juste après. Alors déjà, ces contrats assurantiels, il faut comprendre qu'on les ouvre auprès d'un assureur. Comme son nom l'indique, assurance vie, on les ouvre auprès d'un assureur. On l'ouvre auprès d'un assureur et il faut simplement être résident fiscal français pour ouvrir ces contrats-là. Il n'y a pas besoin d'être majeur par exemple. Là où pour le compte titre et le PEA, il fallait être majeur, l'assurance vie, on peut être mineur et en ouvrir une. Nos parents peuvent en ouvrir une pour nous, etc. Alors, l'assurance vie, le contrat préféré des Français, comment ça se passe? L'assurance vie en France est sectionnée en deux. On a d'un côté le fonds euro et de l'autre côté les unités de compte. Alors, le fonds euro, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le petit chouchou des Français. C'est un fonds qui est garanti en capital, c'est un fonds qui est tout simplement composé d'obligations d'État en général, majoritairement. Donc ce fonds euro-là est garanti en capital, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais perdre l'argent qu'on met sur ce fonds euro. Il y a un rendement qui est annoncé à l'avance, qui en fait tout simplement dépend des rendements annoncés les années précédentes, enfin ce qu'on appelle les taux servis les années précédentes. Et en fait, ce rendement-là va être calculé au 31-12, donc à la fin de l'année sur notre fonds euro. C'est-à-dire que notre fonds euro, la valorisation de ce fonds euro-là va rester identique pendant toute l'année. Et au 31-12, on va percevoir nos intérêts, donc notre rendement, et on va être imposé directement aux prélèvements sociaux chaque fin d'année sur ces rendements-là. Voilà, ça c'est pour ce qui est du fonds euro. Le fonds euro est énormément utilisé, notamment dans les périodes un peu d'incertitude ou de taux élevés. Comme on a vu dernièrement, les taux étant très élevés, les assureurs ont pu servir des taux très intéressants. Donc autour des 4, 4,5, 5%, même parfois plus, selon aussi les offres bonus que les assureurs peuvent proposer aux banques privées. En fait, je vous fais une petite aparté, mais en gros, les banques privées, on peut négocier auprès des assureurs des contrats. Et donc, une banque privée assez réputée, solide, etc., va pouvoir négocier des très bons contrats auprès des assureurs. Et les assureurs vont donc verser des rendements intéressants sur les fonds euros, avec des conditions notamment de détention d'unité de compte ou des conditions de conserver l'argent pendant 2 ans sur ce contrat, etc., etc. Mais en gros, c'était très intéressant dernièrement. Nous, on en a beaucoup vendu en banque privée, notamment parce que comme les taux étaient élevés, les taux de la Banque centrale étaient à 3, 3,5, les taux servis par les assureurs évidemment se basent sur le taux sans risque, sur les taux des obligations d'État. Et donc, on arrivait à toucher du 3,5, 4, 4,5, 5%, parfois plus, sur du fonds euro. Mais globalement, sinon, c'est pas vraiment intéressant le fonds euro. C'est vraiment le placement le moins risqué, littéralement, et donc évidemment le moins rémunérateur qui existe. L'autre côté, l'autre segment de l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle les unités de compte. Bon, les unités de compte, ou UC, c'est tout simplement tout type d'investissement. Donc que ce soit des actions, des obligations, des ETF, des SCPI, du private equity, enfin voilà, on peut investir globalement, ça va dépendre des assureurs, mais sur tout type de support au sein des assurances vie et au sein de la section unité de compte de notre assurance vie. Alors pourquoi l'assurance vie est le support d'investissement préféré des Français? En fait, c'est très simple. Il y a 2 gros avantages à l'assurance vie. Le premier avantage, c'est la fiscalité. Et le deuxième avantage, c'est la transmission. Donc, la fiscalité est extrêmement avantageuse, notamment à partir de 8 ans de détention. On l'a vu pour le PEA, c'était 5 ans. Pour l'assurance vie, à partir de 8 ans, c'est avantageux. Mais on va le voir un peu moins quand même que le PEA. Donc là, je vous ai mis un tableau récapitulatif de la fiscalité en cas de vie de l'assurance vie. Donc de la fiscalité globalement des rachats. Donc ici, on voit cette colonne ici, là, c'était pour tous les contrats, pour toutes les primes versées avant le 27 septembre 2017. Donc je ne vais pas y revenir, je vous le mets.
Vous pourrez le voir si vous avez déjà des contrats et des primes versées avant cette date-là. Mais si vous regardez cette vidéo, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, je vais me focaliser uniquement ici sur la nouvelle loi, donc ce qui se passe depuis le 2017. Donc, globalement, si vous ouvrez un contrat d'assurance vie aujourd'hui, là, c'est ça qu'on va appliquer. Si on ouvre une assurance vie aujourd'hui, jusqu'à 8 ans, tous nos gains et nos plus-values sont imposés à 30%. Donc, globalement, c'est à peu près comme le compte titre. Même si on va le voir, il y a une petite subtilité juste après dans l'exemple chiffré. Mais voilà, globalement, c'est 30%, c'est le PFU, 12,8 plus 17,2. À partir de 8 ans, par contre, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on a un abattement annuel de 4 600 € pour une personne célibataire et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, si je décide de retirer 10 000 € de plus-value tous les ans, par exemple, donc on va plus être imposé sur 10 000 € de plus-value, mais sur 5 400. Donc c'est vraiment intéressant, d'autant plus que on n'est plus imposé à 30% à partir de 8 ans, mais on est imposé à 24,7%. Néanmoins, il faut prendre en compte que ce taux-là de 24,7% est imputable uniquement pour les gains réalisés sur la part des primes inférieures à 150 000 €. On peut aussi choisir le variable progressif, mais encore une fois, c'est très rarement intéressant. Ce qu'il faut comprendre sur cette fiscalité des plus-values, c'est qu'elle ne fonctionne pas vraiment pareil que sur les comptes titres. En fait, la fiscalité va être due sur la plus-value uniquement, qui se fait donc au prorata. C'est-à-dire que quand on retire des titres, quand on vend des titres, on ne va pas faire la différence sur quel titre a apporté de la plus-value, quel titre a apporté de la moins-value, etc. On l'a vu tout à l'heure sur le compte titre, j'ai bien précisé le fait qu'on retirait 35 000 €, mais que c'était uniquement les lignes qui avaient fait de la plus-value. Je décide de prendre mes profits sur mes lignes en plus-value. Donc je l'avais dit, c'est mes 3 lignes à 10 000 € qui avaient fait en tout 5 000 € de plus-value et donc j'étais imposé sur 5 000 €. Sur la fiscalité de l'assurance vie, c'est différent, on va le prendre au prorata, mais je ne vais pas vous embrouiller maintenant, on a un exemple chiffré juste après qui va éclairer tout ce point-là, mais vous allez voir que c'est très intéressant, c'est très important. Deuxième gros avantage de l'assurance vie, je l'ai évoqué déjà, c'est la transmission. Donc cette transmission-là, elle est avantageuse si on verse des sous sur notre assurance vie avant nos 70 ans. Donc on va se focaliser uniquement sur la partie droite du tableau, encore une fois, mais cette fois-ci même uniquement sur cette case-là, bien particulière. En gros, tout le reste, ça ne vous concerne pas si vous n'avez pas encore ouvert d'assurance vie. Je vous laisse le reste si vous avez déjà ouvert d'assurance vie, notamment avant 91, et si vous avez versé des primes avant ou après 98. Bref, je rentre pas en détail ici. Ce qui nous concerne, nous, si on ouvre une assurance vie demain, c'est cette fiscalité-là. Donc si j'ai versé de l'argent sur mon assurance vie avant mes 70 ans, on le voit là, prime versée avant le 70e anniversaire de l'assuré, eh bien on va avoir par bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie un abattement de 152 500 €, puis on va être imposé à 20% au-delà de 152 500 €, puis à 31,25% au-delà de 700 000 €. On voit ici qu'en fait l'assurance vie est tout simplement hors succession. Pourquoi? Parce qu'on applique une fiscalité qui est propre à l'assurance vie et qui ne correspond pas au DMTG, donc au droit de mutation à titre gratuit, autrement dit au droit de succession, dont j'ai parlé déjà dans ma vidéo précédente, donc dans mon dernier Value Asset sur la transmission, la succession. Je vous invite à aller la voir encore une fois, c'est une notion fondamentale, la succession, et l'assurance vie est en plein dedans. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie, pourquoi c'est si avantageux? C'est parce que premièrement, c'est hors succession, donc ça ne rentre pas dans les barèmes très élevés des droits de mutation à titre gratuit. Les droits de succession sont très élevés en France, ça peut monter jusqu'à 45%, c'est très très élevé. Alors que ici, l'assurance vie, c'est extrêmement avantageux parce qu'on a déjà 150 000 en gros, euros d'abattement. Et ensuite, on est taxé uniquement à 20% jusqu'à 700 000, puis à 31,25. Donc on est vraiment bien loin de ces tranches à 45 qu'on atteint assez rapidement dans le droit des successions. Pardon. Donc c'est pour ça que le contrat d'assurance vie est très intéressant. Deuxième chose, c'est qu'on a une clause bénéficiaire. C'est qu'en gros, le contrat d'assurance vie, à notre mort, va être destiné aux bénéficiaires qu'on a mentionnés dans la clause bénéficiaire. Clause bénéficiaire qu'on peut rédiger via un notaire ou seul. Moi, je conseille quand même de le rédiger avec un notaire ou avec ces gestionnaires de patrimoine et autres qui sont compétents dans le domaine, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, notamment savoir si on mentionne le nom de la personne, si on mentionne juste le titre. Donc est-ce que on va le donner à notre enfant? Oui, mais notre enfant, quel enfant? Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, auxquelles il faut faire attention. Donc je conseille de rédiger cette clause bénéficiaire au notaire. Mais donc voilà, on voit que le contrat d'assurance vie rentre hors succession. C'est la seule chose qui peut rentrer hors succession en France, qui peut échapper non seulement au droit de mutation à titre gratuit, mais également à la dévolution légale. Donc encore une fois, ce dont je parlais dans la dernière vidéo, donc ce qu'on appelle juste tout simplement l'ordre de succession légal. Parce que si on veut mettre notre pote en bénéficiaire de notre assurance vie, on peut le faire. Donc pourquoi c'est très avantageux avant 70 ans, mais ça l'est beaucoup moins
si on verse des primes après 70 ans sur notre contrat. Tout simplement parce que si on verse après 70 ans, on va avoir non plus un abattement de 150 000, mais de 30 500 euros. Et en plus de ça, après cet abattement-là, tout le reste du contrat va être imposé au droit de mutation à titre gratuit, le fameux barème qui va jusqu'à 45 et qui peut aller très rapidement, très haut dans les tranches. Donc c'est pas du tout avantageux un contrat d'assurance vie si on verse des primes après nos 70 ans, mis à part ce petit abattement de 30 000 euros. Voilà, le vrai avantage, c'est de l'ouvrir avant nos 70 ans. Donc, quelques inconvénients quand même, c'est que on a des frais d'enveloppe qui peuvent être très élevés, encore plus que le compte titre, là vraiment, et surtout en banque retail. Hein, donc encore une fois, les assurances vie chez Caisse d'épargne, Société Générale, BNP, tout ça, on oublie. C'est vraiment horrible. Il y a des frais beaucoup trop élevés. Des fois, on ne peut pas investir dans des ETF, on ne peut pas investir dans certaines obligations, etc. Enfin, c'est un peu complexe et puis c'est flou. Voilà. Je ne conseille pas du tout d'ouvrir notre assurance vie chez notre banque traditionnelle. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est le gros point quand même, le gros point noir de l'assurance vie, c'est que on n'est pas détenteur des titres directement. Comme c'est un contrat qui est souscrit auprès de l'assureur, en fait, c'est l'assureur qui va acheter les titres et qui a une créance envers nous. Là où les problèmes interviennent, c'est lorsqu'il y a faillite, par exemple, de l'assureur. Quand il y a une faillite de l'assureur, on va pouvoir potentiellement perdre tout notre argent. Donc, c'est pour ça que l'État a mis en place le FGAP. C'est tout simplement une garantie de 70 000 euros par personne et par contrat. Si on a deux contrats d'assurance vie chez Generali, par exemple, un contrat à 100 000 et un contrat à 70 000. Bon, demain, Generali fait défaut. On va être remboursé globalement par l'État à hauteur de 70 000 plus 70 000 et non pas 70 000 plus 100 000. Ensuite, troisième inconvénient des assurances vie, je l'ai évoqué juste avant, c'est que parfois, chez certains assureurs et notamment chez certaines banques retail, on n'a pas accès à tout type de support, tout type de véhicule d'investissement. Par exemple, des fois, on n'a pas accès à des ETF, on n'a pas accès à des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, ça encore une fois, ça va dépendre uniquement de l'assureur chez qui vous souscrivez. Et dernier inconvénient, c'est que le contrat d'assurance vie n'est pas disponible pour les personnes morales, donc il n'est pas disponible pour les sociétés. Et donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on va voir juste après, c'est le contrat de capitalisation. Mais voilà, d'abord je vais venir sur un exemple chiffré du contrat d'assurance vie pour bien comprendre ce que j'évoquais tout à l'heure sur le prorata, la fiscalité afférente aux plus-values sur le contrat d'assurance vie est vraiment différente des autres supports. Et c'est très intéressant. Donc même chiffre, j'ai investi 50 000, 10% de perf, 1000 euros de dividendes, donc j'ai fait 6 000 euros. 6 000 euros sur un contrat initial à 50 000, ça me fait 12% de plus-value latente. Donc j'ai gagné 1000 euros de dividendes, mais je ne suis pas imposé sur mon dividende si je ne le retire pas. Au même titre que le PEA, c'est une enveloppe capitalisante, donc on n'est pas imposé sur ces dividendes, on est uniquement imposé sur la plus-value globale. Et ensuite, je décide de prendre mes profits sur mes lignes en plus-value. Mais cette fois-ci, en fait, ça n'a pas d'impact. Le fait qu'on retire les lignes qui ont provoqué la plus-value ou qu'on retire les lignes qui ont fait de la moins-value, c'est la même chose. Donc en fait, je retire 35 000. J'estime non pas que j'ai fait 5 000 euros de plus-value sur ces 35 000, mais que j'ai fait 12%. En fait, que je retire une part du gâteau. En fait, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit schéma ici, c'est que le contrat d'assurance vie, c'est un gâteau. Et si on retire une part du gâteau, cette part du gâteau, elle va être composée de capital et de plus-value. Quoi qu'il arrive, et peu importe le titre qu'on récupère, peu importe si on vend un titre qui a fait moins 100 000 euros, on va quand même être imposé sur la plus-value si on en a fait une. C'est-à-dire que ici, mon contrat a fait 12%. Je retire 35 000 euros. Je vais être imposé comme si j'avais fait 12% de plus-value sur ces 35 000 euros. Donc en gros, je vais être imposé sur 30% fois 12% de 35 000, ça fait 30% de 4 200, ça fait 1 260. Bon, ici, je viens de me rendre compte que j'ai pris... Bon, ici, ça fait 1 260. Bon, ici, j'ai pris un PFU à 30%, j'ai pas pris le PFU à 24,7. Bon voilà, globalement, vous comprenez qu'après 8 ans, c'est encore plus avantageux parce qu'on paye que 24,7 au lieu de 30%, comme je vous ai dit. Voilà, ici j'ai pris le PFU classique pour... je voulais pas insister en fait sur l'avantage fiscal des 24,7, mais plutôt sur le fonctionnement de la plus-value au prorata dans un contrat d'assurance vie, à la différence d'une plus-value ligne par ligne dans un compte titre. Donc j'ai mis une petite éducation ici, ce qui me fait une fiscalité totale de 1 260 euros sur ces 35 000 euros retirés. Évidemment, c'est pas vraiment un avantage ce mécanisme de part de gâteau entre guillemets. C'est juste que évidemment, si je retire tout le reste de mon assurance vie, je vais avoir 540 euros de fiscalité en plus, ce qui va m'amener in fine à 1 800 euros. Et je retombe en fait sur mes pattes. Je retombe sur les 1 800 euros de la fiscalité de mon compte titre. Parce que évidemment là aussi j'ai pris une flat tax à 30% et non pas à 24,7. Mais voilà, globalement vous avez l'idée. C'était pour vous montrer le mécanisme de fiscalité sur les plus-values dans un contrat d'assurance vie qui est totalement différent
qu'un compte titre. Donc voilà pour ce qui est de l'assurance vie. Ensuite, on va voir le deuxième contrat assurantiel, le contrat de capitalisation. Ce contrat de capitalisation, il ressemble vraiment à l'assurance vie. Donc c'est la même fiscalité, c'est le même fonctionnement de part de gâteau entre guillemets. Il y a aussi une clause bénéficiaire, etc. Enfin voilà, tout fonctionne globalement à peu près pareil. Cependant, il y a quelques spécificités pour ce contrat de capi. D'abord, il peut être détenu par une personne morale, donc il peut être détenu par une société, ce qui n'était pas le cas d'un contrat d'assurance vie. Ensuite, ce contrat rentre dans la succession, hein, il n'y a pas d'avantage. Deuxième chose par rapport à ça, c'est que ce contrat de capi ne se dissout pas au décès de l'assuré. On l'a vu, le contrat d'assurance vie, il se dissoudait et on avait l'argent qui était taxé ensuite à 20, plus 31, etc. Ici, ça rentre dans la masse successorale du défunt, mais ce contrat reste encore valable. C'est-à-dire que ce contrat est encore un contrat de capitalisation. C'est plus simplement des sommes qui sont données aux bénéficiaires. C'est le contrat qui est donné aux bénéficiaires. Et donc le bénéficiaire peut conserver le contrat. Dernière chose, c'est qu'une donation du contrat de capi est possible. Pour une assurance vie, c'est pas possible. Pour un contrat de capi, c'est possible. Et dans ce cas-là, on purge la plus-value au même titre qu'on purgeait la plus-value lors du décès de la personne qui détenait un compte titre. Voilà pour ce qui est du contrat de capi. Donc voilà pour ce qui est du contrat de capi. Je ne mets pas d'exemple chiffré ici, tout simplement parce que ce serait exactement le même que l'assurance vie. Hein, vous l'avez compris, c'est la même fiscalité. C'est très intéressant, notamment ces contrats de capitalisation, si on a une société. Donc en gros, si vous êtes chef d'entreprise, vous voyez, vous avez le choix entre le contrat de capi ou le compte titre. Vous pouvez ouvrir un PME pour 75 000 euros, mais voilà, c'est pas sur ça qu'on s'attarde. En général, les trésoreries des boîtes sont des grosses trésoreries, et donc forcément, quand on veut placer de l'argent, il y a beaucoup d'argent à placer. Et donc se pose souvent le dilemme, est-ce qu'on prend un contrat de capi ou est-ce qu'on prend un compte titre? Globalement, vous l'avez vu, la fiscalité est plutôt similaire. En fait, l'avantage du contrat de capi va être notamment sur l'accès aux fonds euros, parce qu'on n'a pas accès aux fonds euros sur le contrat, enfin sur le compte titre. Et donc pour une personne morale, pour une société, pour de la trésorerie, bah, le fonds euro, ça peut être totalement une bonne option, hein, parce que c'est une solution qui est garantie en capital. Donc on ne va pas perdre d'argent, mais on a quelques petits intérêts à la fin de l'année. On peut évidemment retirer nos fonds du fonds euro et c'est pas bloqué, etc. Enfin, c'est très liquide, voilà, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, globalement, c'est surtout ça l'avantage du contrat de capi. Alors, il y a aussi quelques petites caractéristiques, notamment d'un point de vue comptable, ça ne fonctionne pas exactement pareil, un contrat de capi et un compte titre, etc. Je ne rentre pas dans le détail ici. Si d'ailleurs ça vous intéresse, s'il y a des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés par placer de la trésorerie et qui ne savent pas s'ils doivent ouvrir un contrat de capi ou un compte titre, bah dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo vraiment focus sur ces deux véhicules d'investissement-là. Et on verra un peu ce qui est le plus avantageux pour vous. Ensuite, je voulais aborder avec vous une notion qui est donc très peu abordée en France, en tout cas sur YouTube, voilà, sur les chaînes un peu connues, c'est les contrats luxembourgeois. Alors, les contrats luxembourgeois, c'est donc des contrats assurantiels, donc on a aussi bien des contrats d'assurance vie que de capitalisation. Pourquoi les contrats luxembourgeois sont extrêmement intéressants? Pour plusieurs raisons, on va le voir tout de suite. Alors, d'abord, il faut savoir que le Luxembourg est un pays qui est neutre fiscalement. C'est-à-dire que la fiscalité à prévoir sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois va en fait être la fiscalité du pays de résidence de son souscripteur. Donc si un Français ouvre un contrat luxembourgeois, donc un contrat d'assurance vie au Luxembourg, bah, il va être imposé à la fiscalité française. Il n'y a jamais de fiscalité luxembourgeoise. Ça n'a jamais lieu, ça n'arrive pas. C'est parfaitement légal, hein. Ça peut paraître ouvrir un compte au Luxembourg, etc. Ça peut paraître bizarre, mais en fait non. Le Luxembourg est une place boursière majeure en Europe et même dans le monde. Voilà, c'est un des rares pays qui est neutre fiscalement et qui donc convient parfaitement par exemple aux expatriés. Parce que typiquement, si voilà, aujourd'hui on est français, on ouvre un contrat d'assurance vie au Luxembourg, c'est donc la fiscalité française qui va s'appliquer. Mais si dans 5 ans je décide de m'expatrier, j'en sais rien, à Dubaï par exemple, je m'expatrie fiscalement, il faut être résident fiscal Dubaï par exemple, ou résident fiscal suisse. Imaginons je m'expatrie en Suisse, je suis résident fiscal suisse. Et ben, ma fiscalité qui va être imposée sur mon assurance vie luxembourgeoise, ça va être la fiscalité suisse et non plus française. Et il n'y a pas de friction fiscale là-dessus. Le contrat s'adapte parfaitement. Et en plus de ça, pourquoi ça convient vraiment aux expatriés? Parce que quand on veut s'expatrier fiscalement, il y a plusieurs notions qui rentrent en compte, notamment la notion d'attache économique au pays. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais globalement, si on a plus de 50% de nos revenus qui dépendent de la France, eh bien, quand bien même on vit 300 jours par an à l'étranger, on va continuer d'être considéré comme résident fiscal français, tout simplement parce qu'on a une attache économique au pays, puisque nos revenus proviennent essentiellement du pays français. Donc, quand on a une assurance vie au Luxembourg,
Si on a une grosse assurance vie par exemple qui nous verse beaucoup de dividendes ou de revenus et que ces dividendes représentent plus de 50% de nos revenus totaux, ce contrat d'assurance vie ne va pas être un frein à notre expatriation parce que ce montant-là, cette enveloppe-là, n'est pas en France mais au Luxembourg et donc les revenus sont distribués par le Luxembourg et non pas la France. Ce qui fait que si on décide de s'expatrier en Suisse et qu'on a 50% de nos revenus qui viennent au Luxembourg, on est bon, on ne dépend plus vraiment de la France. Bon, globalement, c'est plus compliqué que ça, hein. J'essaie de simplifier au maximum. Pareil, ici, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou n'hésitez pas aussi à m'en faire part et je pourrais faire vraiment une vidéo détaillée sur l'expatriation, par exemple. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Beaucoup parlent d'expatriation, ça se fait en claquant des doigts, etc. L'expatriation fiscale, c'est très 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 compliqué. Il y a beaucoup de notions à prendre en compte. Donc, revenons à nos montons. Le contrat luxembourgeois, pourquoi c'est avantageux? Donc, premièrement, pour la neutralité fiscale. C'est pas vraiment un avantage, mais ça peut être une facilité dans certains cas, notamment d'expatriation, comme on vient de le voir. Mais il y a surtout 5 gros avantages que j'ai répertoriés ici au contrat luxembourgeois. Le premier avantage, c'est ce qu'on va appeler le triangle de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est le triangle de sécurité? C'est tout simplement une séparation physique entre les avoirs de l'épargnant et ceux de l'assureur. En France, quand on souscrit un contrat d'assurance vie chez Generali, notre argent va être déposé chez Generali. C'est Generali qui va être considéré comme dépositaire de cet argent-là. Et donc, si Generali fait faillite, on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir récupérer maximum 70 000 euros. Mais en gros, tout le reste, ça va rentrer dans le bilan de l'assureur. Et donc, s'il fait faillite, il fait faillite. Et nos créances partent avec. Au Luxembourg, c'est pas le cas. On a ce qu'on appelle un triangle de sécurité qui est mis en place. C'est donc une relation tripartite entre 3 acteurs différents qui fait qu'on a une séparation physique entre les avoirs de l'épargnant et ceux de l'assureur. En gros, j'ouvre un contrat chez Generali Luxembourg. Donc, Generali Luxembourg va être en charge de la gestion du contrat d'assurance vie, ce qu'on appelle la gestion administrative. Mais l'argent ne va pas être déposé chez Generali Luxembourg, mais va être déposé chez une banque dépositaire qui va conserver physiquement les avoirs des clients. Donc en gros, si Generali fait faillite, nos avoirs vont être conservés chez la banque dépositaire et il ne va pas être impacté par la faillite de Generali. Le dernier acteur, c'est le commissariat aux assurances. En gros, c'est celui qui s'assure justement de cette séparation des actifs. Donc voilà, c'est très contrôlé au Luxembourg. C'est pour ça que tous les gros patrimoines vont au Luxembourg parce que il y a vraiment cette notion de sécurité là qui est très forte. Parce qu'en plus de ce triangle de sécurité, il y a ce qu'on appelle le super privilège. En gros, le client est créancier de premier rang, c'est-à-dire que si l'assureur venait à faire faillite, eh bien nous en tant que souscripteurs, on serait les premiers à pouvoir piocher dans le bilan de l'assureur pour récupérer l'argent qu'il pourrait avoir encore de nous, ou l'argent qu'il nous devrait, par exemple des rendements qu'il nous devrait, des intérêts qu'il nous devrait, voilà, tout type d'argent. Et donc on est créancier privilégié parce qu'on vient piocher en gros en premier dans le bilan, avant même l'administration fiscale, avant les employés, avant les fournisseurs, avant tout le reste en fait. Donc voilà, ce triangle de sécurité plus ce super privilège font que c'est un dispositif unique en Europe, ce qui confère une protection maximale des actifs dans un contrat assurantiel. C'est pour ça que le Luxembourg est essentiellement choisi, c'est pour cette protection-là. Donc, autre avantage, c'est tout simplement l'architecture ouverte. En gros, en France, on l'a vu, il y a le fonds euro et les unités de compte. Chez un contrat luxembourgeois, on va avoir le fonds euro qui va être un fonds général. Donc, on va avoir accès à plein de devises différentes. On va pouvoir avoir un fonds euro, un fonds suisse, un fonds dollar, un fonds ce qu'on veut. Et les unités de compte vont être en fait séparées entre différents fonds qui vont être un FID, un FAS, un FIC, etc. etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contrats d'assurance vie luxembourgeois permettent d'investir vraiment de manière quasiment illimitée sur n'importe quel type d'unité de compte. Donc, que ce soit du private equity, n'importe quel ETF, même de l'immobilier. On peut investir dans de l'or physique. On peut investir dans plein de choses via des contrats d'assurance vie. On a tout simplement une liberté maximale que ne nous confèrent pas les contrats français. Ensuite, les contrats luxembourgeois ne sont pas soumis à la loi Sapin 2. Je ne l'ai pas mentionné, mais pour les contrats français, il y a depuis 2016 ce qu'on appelle la loi Sapin 2 qui permet en gros aux assureurs de bloquer tous nos rachats en cas de contexte économique dégradé. Donc en gros, ça fait suite au mouvement de panique bancaire qu'il y a eu durant plusieurs crises du 21e siècle. On l'a vu, en fait, quand il y a une panique bancaire, tout le monde va retirer son argent très rapidement, ce qui peut faire couler littéralement des assureurs, ce qui peut mettre plusieurs assureurs ou plusieurs banques, par exemple, en faillite. Donc depuis 2016, on a une loi Sapin 2 qui est imputable non seulement aux assureurs, mais également aux banques, qui fait que si on est en crise financière majeure, il faut quand même que le contexte économique soit vraiment très dégradé, mais donc si on est dans une crise financière majeure, eh bien l'assureur est en droit de bloquer tout rachat sur nos contrats. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qu'on a donné aux assureurs,
eh bien on va pas pouvoir le récupérer. Littéralement, notre argent n'est plus à nous en fait. Les contrats luxembourgeois ne sont pas soumis à cette loi-là. Donc ça c'est pareil, une grosse crainte en moins pour ceux qui ont des gros patrimoines, parce qu'ils se disent ok, s'il y a une faillite, globalement tout l'argent que j'ai dans mes comptes, ils pourront être gardés auprès de l'assureur et bloqués, alors qu'au Luxembourg ça ne sera pas le cas. Dernier avantage, et j'en ai déjà un peu parlé, c'est le fait qu'on a accès à des enveloppes multidevises. Donc non seulement on a accès à des fonds euros, des fonds dollars, des fonds francs suisses, des fonds dollars australiens, ce qu'on veut, mais on a aussi accès à des titres qui sont directement cotés en euros, en dollars, en francs suisses, etc. Bon, bref, en gros, c'est une approche beaucoup plus internationale de l'investissement qui est donc très appréciée et très appréciable, notamment pour des gros patrimoines, encore une fois. C'est très intéressant pour les gros patrimoines. Pourquoi? Enfin, pour les gros patrimoines. Pour les patrimoines un peu conséquents, parce que c'est accessible à partir de 250 000 euros. Alors, un contrat luxembourgeois est accessible à partir de 125 000 euros de manière légale. Il y a une circulaire luxembourgeoise qui est passée qui fait que en gros, le contrat est accessible à partir de 125 000, notamment chez Wellins et chez d'autres assureurs. Mais sur ces supports-là à 125, des fois on n'a pas tous les supports, on n'a pas accès à certains private equity, on n'a pas accès à de l'ETF. Il y a certains trucs auxquels on n'a pas accès. Globalement, on sait qu'à partir de 250 000, on a accès chez n'importe quel assureur luxembourgeois à un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui présente tous les bénéfices d'un contrat luxembourgeois. Donc c'est le seul point noir entre guillemets des contrats luxembourgeois, c'est qu'il est accessible uniquement à partir de 250 000 euros. Mais sinon, c'est extrêmement avantageux et intéressant d'ouvrir un contrat au Luxembourg. Nous, en banque privée, on vend quasiment exclusivement que des contrats d'assurance vie luxembourgeois parce que en fait, il y a que des avantages. Et notamment ces derniers temps, avec beaucoup d'incertitudes politiques en France, notamment quant au nouveau gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale, etc., fait qu'il y a le nouveau Front populaire a pointé un peu son nez et a annoncé des mesures économiques qui allaient être vraiment handicapantes pour des gros patrimoines en France. Et donc nous, on a eu beaucoup de clients qui ont voulu tout simplement partir à l'étranger, s'expatrier fiscalement. Et donc dans cette logique d'expatriation fiscale, évidemment, le contrat luxembourgeois, comme je l'ai dit au tout début, est un élément et un outil patrimonial qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, si les contrats luxembourgeois vous intéressent d'ailleurs, je ne suis pas rentré trop en détail dans les feeds, les faces, comment ça fonctionne, etc. Il y a plein de choses à savoir sur les contrats luxembourgeois. Si vous voulez que je rentre en détail dans ces notions-là, pareil, je peux faire une vidéo plus détaillée dessus qui sera attitrée là-dessus. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair concernant les différences entre les différents supports en France. C'est pour ça que j'entends beaucoup de gens qui disent voilà, l'assurance vie c'est pas avantageux parce que c'est trop cher, l'assurance vie c'est pas rémunérateur, etc. Tout ça, ça veut rien dire. Pareil, le PEA c'est très avantageux, c'est trop bien. Non, il y a des spécificités, il y a des caractéristiques. Tous ces supports-là ne sont que des supports et non pas les véhicules dans lesquels on investisse. Donc en fait, on peut avoir une assurance vie et avoir énormément de frais parce qu'on investit dans des fonds qui sont mauvais, qui sont surtaxés, etc. Ou au contraire, on peut avoir un compte titre qui est ouvert chez un courtier en ligne où il y a très peu de frais, on investit dans des ETF, en fait on a très peu de frais, donc ok on n'a pas vraiment d'avantage fiscal, mais en fait ça peut être mieux d'ouvrir un compte titre chez un courtier en ligne qu'une assurance vie chez une banque traditionnelle. Donc voilà, il y a plein de notions à aborder. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé uniquement de support d'investissement. Et si vous voulez, encore une fois, que je fasse une vidéo, un prochain Value Assets sur, cette fois-ci, les titres financiers, donc obligations, actions, ETF, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, private equity, immobilier, voilà. Tout ça, je pourrais aussi en parler dans une vidéo, ou peut-être même plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous y voyez plus clair sur les différents supports disponibles en France et au Luxembourg. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si toutes ces notions de gestion de patrimoine vous intéressent. Donc là, je vous mets surtout mon Insta, je parle à tout le monde sur Insta, je réponds à tout le monde, je mets beaucoup de stories, je mets beaucoup de réels, etc. Et notamment aussi sur YouTube, je parle beaucoup de gestion de patrimoine, notamment à travers ces value assets là qui sont quand même des grosses vidéos. Ça me prend beaucoup de temps de préparation, c'est voilà, c'est beaucoup de travail. J'essaie de faire des choses très poussées, très détaillées, mais pas trop complexes à comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.